Tout d'abord, avant de vous parler de droit, je voudrais remercier Emmanuel Hirsch qui me permet d'être ici et de participer à cet événement ô combien important. Important parce que je crois qu'au-delà de son efficacité technique, c'est-à-dire de ses conséquences pratiques, il nous permet à tous d'avoir moins peur d'être un jour malade, d'être un jour seul. Et c'est aussi pour ça, je crois que c'est important. Alors, anticiper l'avenir, les différentes formes de protection juridique. Voilà l'intitulé de l'intervention. Je ne pourrai pas traiter de toutes les formes de protection juridique. J'ai choisi de privilégier celle qui me paraît le plus importante et surtout celle qui a besoin d'être connue parce qu'elle est très mal connue. Et il s'agit, Benjamin le disait, du mandat de protection future. La personne atteinte de la maladie perd progressivement ses capacités intellectuelles, donc sa capacité décisionnelle, à un rythme très variable d'un patient à un autre. De fait, cette perte d'autonomie intellectuelle se manifeste, on le sait, de façon épisodique, alternant des passages de pleine conscience, de conscience parfaite, et des passages de perte relative ou absolue de confiance. Et c'est donc dans ce contexte incertain du point de vue de l'état de santé du patient, que se pose la question de la mise en place d'un système de protection le mieux adapté à cette situation. Et justement, aucun régime spécialement adapté à cette maladie ou à celles apparentées n'ayant été à ce jour mis en place, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ne dispose que de la protection juridique de droit commun, c'est-à-dire des régimes qui vont s'appliquer à toute personne juridiquement incapable, quelle que soit la cause de cette incapacité. Il est important, je crois, de souligner tout de suite que 4 principes applicables à toutes les formes de protection constituent les éléments fondamentaux du dispositif légal pris dans sa globalité. Il s'agit de la liberté, de la dignité, de la solidarité et de la responsabilité. Et c'est donc dans l'axe de ces éléments que le droit propose 2 types de protection, enfin deux grands types de protection. La protection anticipée, que l'on peut qualifier de protection choisie par la personne qui en est bénéficiaire, ou la protection contemporaine à la maladie, qui, elle, est une protection généralement imposée. Et je vais donc insister pendant les minutes dont je dispose sur le mode de protection choisi, c'est-à-dire le mandat de protection future, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez sur les autres régimes de protection. La protection anticipée prend donc en droit français la forme d'un mandat de protection future. Elle est une protection choisie dans la mesure où elle est mise en place par la personne elle-même en amont de l'époque où elle deviendra nécessaire. Ce mandat est une innovation de la loi de 2007, loi qui a réformé la protection des personnes majeures et qui, et c'est là certainement son grand apport, a institué le mode contractuel. Ainsi, le mandat de protection future, s'il connaissait le succès, et ce n'est pour l'instant pas le cas du tout, mais s'il connaissait le succès espéré par le législateur, conduirait à réduire les recours aux mesures classiques de protection judiciaire, que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, qui, je vous le disais, je le répète, sont généralement imposées. Ce mode de protection, qui est le mandat de protection future, comme son nom l'indique, repose sur l'idée d'anticipation. Il permet à une personne, encore en pleine capacité de ses moyens lors de la conclusion du mandat, d'organiser sa vie quotidienne, ses affaires courantes, la gestion de ses biens mobiliers, immobiliers. Et l'objet du mandat est par elle décidé, il peut être plus ou moins large. Il peut être limité à l'administration des biens ou étendu à la protection de la personne elle-même. Mais en tout cas, il prend, et c'est ça qu'il faut retenir, la forme d'un véritable contrat entre mandant et mandataire, donc la forme d'un accord. Le mandat peut être passé par toute personne, majeure ou mineure émancipée, qui évidemment ne ferait pas elle-même l'objet d'une mesure de tutelle. Le mandant peut, par un même mandat, charger plusieurs personnes de le représenter. Par exemple, un des mandataires se préoccupera ou aura en charge ses conditions de vie, et l'autre
ses conditions patrimoniales. Le mandat, généralement, est donné pour soi-même, mais il peut l'être pour autrui, c'est-à-dire que la loi reconnaît cette faculté aux parents d'un enfant mineur ou à ceux qui continuent de s'occuper, qui restent proches affectivement d'un enfant majeur. En ce qui concerne le choix du mandataire, le ou les mandataires sont en principe librement choisis par le mandant, sous réserve, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas de personnes auxquelles l'autorité parentale a été retirée ou qui elles-mêmes bénéficient d'un régime de protection. Les membres des professions médicales sont également exclus vis-à-vis de leurs patients, puisqu'on craint évidemment un rapport d'influence. Le mandat peut également être confié à une personne morale, à condition qu'elle réponde aux conditions légales, c'est-à-dire qu'elle soit inscrite sur la liste des mandataires judiciaires. En ce qui concerne sa forme, le mandat de protection future peut être établi par acte authentique, c'est-à-dire chez un notaire et sous la responsabilité du notaire, ou sous sa privée, généralement contresigné par un avocat. Il prend effet lorsqu'il est médicalement constaté que le mandant n'est plus apte à pourvoir à ses intérêts. Le mandataire, en principe, devra exécuter personnellement le mandat, mais il peut le confier à des tiers parce que parfois les tâches inhérentes au mandat requièrent une compétence très particulière et notamment en matière patrimoniale. Le mandat prend fin automatiquement, soit, dans le meilleur des cas, parce que la personne incapable se rétablit, soit parce qu'elle décède, soit parce que le mandataire lui-même décède. Toute personne intéressée durant le mandat peut saisir peut saisir le juge des tutelles afin de contester la mise en œuvre du mandat ou d'obtenir qu'il soit statué sur les conditions et les modalités de son exécution. Vous voyez que bien que le mandat soit choisi, soit décidé par la personne qui en bénéficie, le juge ne l'abandonne pas entre guillemets pour autant. Il va, une fois le mandat exécuté, continuer de vérifier son bien-fondé et son intérêt pour la personne. Donc, la mise en place d'un mandat de protection future présente, et je tiens à insister sur ce point, des avantages indéniables par rapport au régime classique, c'est-à-dire aux mesures judiciaires, à la demande d'un tiers, imposées par le juge, que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Avantage indéniable parce qu'il est d'essence contractuelle. Il permet donc au mandat, d'une part, de choisir le ou les mandataires qui vont le représenter, et d'autre part, de déterminer l'étendue des pouvoirs conférés aux mandataires, ce qui permet de satisfaire des attentes particulières et spécialement adaptées à la situation, à la volonté du mandant. Cependant, le mandat de protection future doit être rédigé avec soin parce qu'il s'agit d'un acte grave. Il s'agit d'un acte grave qui confère d'importants pouvoirs au mandataire. Et c'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, 2 points doivent attirer l'attention du mandant. Tout d'abord, le contenu du mandat qui doit être le plus précisément possible exposé pour éviter ensuite des litiges, puis le choix de la personne du ou des mandataires que le mandant doit choisir, bien entendu, sur le critère de la confiance, mais aussi de la compétence. Voilà, viennent ensuite les autres mesures pour lesquelles la loi de 2007, qui représente le droit positif, n'a pas accordé d'innovation majeure. Simplement, il n'existe aujourd'hui qu'un motif d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, c'est l'incapacité. Je vous remercie de votre attention.